Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur LTU Radio dans l'émission À demain, vers demain. D'habitude, nous recevons des thérapeutes qui viennent nous expliquer comment aller mieux, comment se débrouiller par soi-même en général ou par leurs thérapies différentes pour se soigner, se soulager. Mais ce soir, on a changé un petit peu de registre et ce n'est pas une personne, enfin si c'est une personne que nous allons recevoir, mais on va dire que la vedette principale n'est pas une personne, mais une pierre. Et cette pierre nous vient d'Uruguay, s'appelle le cœur d'Uruguay. Voilà, et elle nous est présentée par Michel Almera qui promène cette pierre tout autour de la planète et pas mal, et souvent, très souvent en France. Parce que plusieurs fois, je ne l'ai jamais vu encore. Ce sera, je pense, un de mes prochains souhaits que de la voir. Et donc ce soir, avant de la voir, on va en parler un petit peu. Voilà, nombreux d'entre vous ont déjà vu cette pierre. Je sais que pas mal de gens m'en ont parlé. Voilà, et ils m'ont expliqué ce qu'ils avaient vécu en sa compagnie, notamment des émotions très fortes, et puis et voir des mieux-être quand les personnes sont malades. Voilà, on va pas dire guérison, je préfère dire mieux-être. Voilà, parce que c'est comme ça tout simplement. Voilà, Michel, bonsoir. Bonsoir. Voilà, ça va, tu m'entends bien ? Ça va. Voilà, on va se tutoyer pour l'émission, hein ? Parce que oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, ça fait combien de temps que tu promènes le cœur d'Uruguay ? Eh bien, en fait, moi j'ai rencontré la pierre en 2007, par hasard. Je suis parti en Uruguay avec un groupe. D'accord. Donc, touché par la pierre, on a invité Hugo à venir en France. Hugo, c'est le propriétaire de la pierre. C'est Monsieur Lucas. On a vu la première fois en France en 2008, novembre 2008. Et donc, depuis chaque année, la pierre vient en France, en Europe, etc. En fait, c'est la 9e année que je fais ce parcours que j'appelle le chemin du cœur. Et je promène la pierre. Voilà, moi, je suis le chauffeur de la camionnette. En fait, chauffeur, conducteur, et puis en même temps, le conférencier. J'explique cette histoire. Ça fait 9 ans. Voilà. D'accord. D'ailleurs, je crois que ton blog s'appelle Le Chemin du Cœur aussi. Hein. Oui, c'est ça. Cheminducoeur.org. C'est mon site. Donc là-dessus, il y a le calendrier. Il y a un peu l'histoire. On peut voir même le film, un reportage qu'on a fait en 2010-2011. Il est visible en entier. Il est en français avec l'espagnol. Donc ceux qui souhaitent, ils peuvent déjà regarder ce film qui dure à peu près 1 heure. Voilà, c'est une histoire particulière. Moi, j'ai rencontré la pierre, ça a changé ma vie. Oui. Un petit peu quand même. Alors, comme je dis souvent, un peu avec humour, avant j'étais normal, maintenant il paraît que je suis un peu fêlé comme la pierre. Mais il paraît que c'est bien d'être fêlé pour laisser passer la lumière. Donc voilà, aujourd'hui on est de nombreux fêlés. Et je promène la pierre, je raconte l'histoire. Et en ce moment, un Théa me sert la soupe. Ah ben. Parce qu'on n'a pas eu le temps de manger. Tu sais, aujourd'hui, on était à Braspar, la ferme d'Antéa. Ah oui, mais donc tu es près de chez moi, en Bretagne. La Bretagne, tout ça. Eh oui, moi je suis de Brest. Mystère, voilà. Et donc, voilà, j'ai pas eu le temps. Et puis demain, je vais partir à 7 heures pour aller à Bono. D'accord. Bono, c'est le... alors, attends, la Bretagne, c'est le... à côté de Vannes. Hein. D'accord. Oui, mais rien que l'année dernière, je crois, donc en 2015, tu as fait près de 500 étapes pour présenter la pierre.
L'année dernière, oui, j'ai fait fort, mais cette année, c'est à peu près pareil. Cette année, moi, j'ai commencé le 23 avril. J'étais parti avec un groupe cette année au mois d'avril. Oui. On est resté 18 jours. On est allé fêter le cinquantenaire de la découverte de la pierre. D'accord. Alors, La pierre a été trouvée en 1966. Voilà, oui. Dans cette année, ça fait 50 ans. Et je suis revenu le 23 avril, le 20 avril avec la pierre, la première réunion le 23 avril. Et donc, je vais terminer, la dernière, ce sera le 11 décembre à Paris. Alors, je ne sais pas combien ça fait. Enfin, il faut que je la ramène plus tard, le 20 décembre en Uruguay. Voilà, ça fait Moi, pas pour mal. sortir la pierre du pays, j'ai un papier de la douane d'Uruguay qui m'autorise à la sortie du pays et en même temps faire l'exposition à travers le monde comme une œuvre d'art. Hein. Il est stipulé que c'est une exposition, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de vente. C'est avec ce papier que je passe les frontières. Ah oui, parce je dois la ramener plus tard le 20 décembre. il faut dire Ça fait presque 8 mois avec la pierre à me promener. Alors, c'est presque tous les jours, il y a des réunions, des conférences, des fois 2 par jour. Ben oui. Donc, je n'ai pas compté, mais ça fait un certain nombre, oui. En fait, quand tu présentes la pierre, il n'y a pas de prix fixé à l'entrée. C'est les gens, ils donnent selon ce qu'ils veulent, quoi. Ah oui, alors le seul principe du chemin du cœur, cette histoire, l'entrée est toujours gratuite. La plupart du temps, je suis accueilli par des personnes qui m'organisent et qui proposent de venir. J'amène la pierre dans un lieu, ils ont une salle. Hein. J'aime beaucoup les salles publiques, souvent à travers d'associations. Oui. Alors, comme ça, c'est neutre. Sinon, des fois, je paye des salles, je paye l'hôtel, mais c'est toujours gratuit l'entrée. Et c'est vrai, il y a une boîte où les gens participent librement. Et puis, le miracle se produit. Chaque année, j'ai récupéré mes dépenses. Donc voilà, je récupère, je continue. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour moi, l'important, c'est de laisser la gratuité de l'accès à cette pierre par rapport à l'histoire, comment elle a été trouvée. Celui qui a découvert la pierre, c'était il s'appelait Lucas. Monsieur Lucas, oui. Il était mineur, enfin il sortait des cailloux de la mine, et un jour il a rencontré cette pierre, et la seule chose qu'il a dit en fait, il a dit on est en présence de quelque chose qui est supérieur à l'homme. Et on voit que 50 ans après, le mystère est total, autant sur le plan scientifique que sur le plan des écritures qui est à l'intérieur du message, Oui. mais également sur le plan énergétique, vibratoire, elle rayonne beaucoup, et en fait on ne sait pas comment ça fonctionne. Ensuite il a dit, c'est un cadeau de la Terre, l'humanité, je suis le gardien, je suis simplement le gardien. Alors cet homme, il a refusé de la vendre plusieurs fois, et il avait besoin d'argent, il avait des dettes. Alors lui, il dit, je ne vends pas la pierre. Et d'ailleurs, on l'a pris pour un fou, il a eu beaucoup de problèmes avec la famille, il voulait qu'il vende la pierre. Et lui, il a tenu bon, il a gardé la pierre. Et c'est grâce à cet homme qu'aujourd'hui la pierre est à disposition. Et qu'on peut la présenter comme ça. Pour moi, c'est important d'essayer de maintenir que ce soit ce cadeau, que tout le monde puisse accéder gratuitement à la pierre. D'accord. C'est un partage du cœur qui nous vient d'ailleurs, qui vient de la nature, de je sais pas où, il y en a, enfin bref. C'est pour ça que c'est important de rester. Ça reste gratuit, l'accès à la pierre, et puis on ne vend rien. Je mets aussi à disposition des photos de la pierre. Les gens, ils donnent ce qu'ils veulent aussi, que c'est un partage. C'est tout simplement par rapport à celui qui a trouvé la pierre. Hein. Moi, c'est mon seul guide, en fait. On essaye de maintenir ce cadeau. Voilà pourquoi c'est toujours gratuit l'accès. Voilà, on va revenir au tout début de la découverte de cette pierre, parce que normalement c'était dans une mine et c'était des pierres qui étaient destinées à l'exportation. Et d'après ce que j'ai pu lire sur Internet, cette pierre, elle ne correspondait pas aux normes des pierres qu'on exportait en fait. Oui, en fait, celui qui l'a découverte, il avait sa mine. Enfin, à l'époque, parce que l'Uruguay, c'est un des premiers producteurs d'agate. Enfin, voilà. À l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas. Et à l'époque, les mines, les terres où il y a des mines, appartiennent à l'État. Et l'État, il fait des carrés, il fait des concessions pour les artisans locaux. Et chaque artisan a son carré de mine, et il sort ses pierres qu'il va vendre. Aujourd'hui, c'est un peu différent.
national achètent des terres entières et ils sortent un coup d'explosif, tout ça. À l'époque, c'est pas ça, ils sortent les cailloux de la terre, les pierres de la terre. Et lui, il a sa mine. Donc un jour, il a rempli un camion d'agate. La pierre, c'est une agate. Il a rempli ça pour un client. Et quand le camion est chargé, le client, il monte sur le camion pour écarter les pierres qui ne lui plaisent pas. Elle a été écartée parce qu'il voit qu'elle est creuse. Les agates, à l'époque, on les coupe en tranches pour la décoration. Aujourd'hui encore, mais bon, ça a bougé beaucoup, je ne suis pas trop au courant. Alors, quand il voit la pierre, elle a le trou, elle est creuse, donc pour le commerce, ça vaut rien. Voilà. Pourquoi ça vaut rien? Parce que les agates, on les coupe en tranches pour la décoration. Alors, si je fais des tranches là-dedans, ça vaut rien. Alors, on suppose que le client qui était sur le camion, qui avait acheté son camion, il a écarté du chargement. Il a commencé à écarter les pierres qui ne lui plaisent pas, et celle-là, on suppose qu'elle a été écartée. En fait, la seule certitude que l'on a, le lendemain, Lucas, il passe à côté du tas de pierres qui a été écarté. Les deux morceaux séparés côte à côte sur le tas de pierres. La pluie a commencé à laver la terre à l'intérieur, et les petits brillants qu'on voit s'abrir au soleil attirent son attention. C'est là où il ramasse les deux morceaux de pierre, il va laver à l'eau, et là il s'aperçoit qu'il a quelque chose d'important entre les mains. D'accord. C'est là où l'histoire dit qu'il va réunir sa famille, sa femme et ses enfants. Il leur dit, nous sommes en présence de quelque chose qui est supérieur à l'homme. Et là, il garde la pierre, il la fait voir, il la prête aussi, quand c'est possible, aux personnes qui le demandent, et toujours gratuitement. Plusieurs fois, nous dira son fils, que tout à l'heure, il a refusé beaucoup d'argent pour la pierre, et quand le marchand vient, il répond, je la vends pas, cette pierre ne m'appartient pas, c'est un cadeau de la terre à l'humanité. C'est pour ça qu'il a aujourd'hui la pierre. Cet homme est décédé en 1981, ça fait 35 ans. D'accord. Aujourd'hui, c'est le fils aîné, Hugo. Hugo le prénom, Lucas, son famille. Il en assure la responsabilité et continue à faire ce que faisait son père. Il prête la pierre quand c'est possible aux personnes qui le demandent et toujours sans aucun bénéfice. Alors c'est pour ça que Hugo me prête la pierre. Hein. Moi je l'ai rencontré, il me prête la pierre et comme ça je peux la partager, surtout en France d'ailleurs, dans les pays où je vais pour la présenter. D'accord. Alors, quelle sorte de pierre que c'est exactement? Parce qu'on parle d'agate, on parle de géode. Voilà. Oui. Alors, c'est une géode d'agate, quoi, j'imagine. La pierre, c'est une agate en forme de géode. Hein? Voilà. Une géode, c'est une pierre creuse. Une géode en agate. Alors, à l'intérieur de la pierre, il y a des cristaux de quartz. Alors, ce que j'explique en général des conférences, c'est que du quartz sur l'agate, c'est quelque chose de tout à fait ordinaire et courant. C'est ce que m'expliquent les scientifiques. Et lorsque, dans une agate en forme de géode, il y a des cristaux de quartz, il y en a partout sur toute la paroi de manière uniforme. En fait, le phénomène de cristallisation, ils expliquent ça bien, les scientifiques. Alors, dans une agate en forme de géode, à un moment c'est creux, c'est fermé, à l'intérieur il y a de l'eau, du gaz et la chaleur. Et ça cuit comme dans un four. Et c'est là où les cristaux vont pousser. Et quand ils poussent, ils vont grandir même. Ils vont se colorer. C'est ce qui va donner les futurs géodes améthystes. Et des cristaux, il y en a partout sur toute la paroi, de manière uniforme. Et dans cette pierre, il y a des cristaux simplement sur certaines parties de la paroi. Pour les scientifiques, c'est un mystère. La première chose qu'ils ont vérifié si c'est pas une falsification, un bricolage, un artiste qui voulait faire une œuvre d'art et coller des cristaux à l'intérieur. Et ils confirment que c'est bien une incrustation naturelle, c'est pas la main de l'homme qui a fait ça. Donc pour eux, ça reste le mystère scientifique, la manière dont sont positionnés les cristaux à l'intérieur de la pierre. D'accord. Sur le plan scientifique, c'est un mystère. Alors après de ces figures, des interprétations sont données. Hugo en Uruguay, il parle du symbole du christianisme. Mais il pourrait y avoir aussi d'autres interprétations possibles. Moi, sur le parcours, depuis le début, c'est presque 100 000 personnes que j'ai rencontrées. Et parfois, je rencontre des spécialistes en symbolique, en ésotérisme, des médiums, des maîtres, enfin des gens qui savent plein de choses. Alors, on peut voir aussi des lettres hébraïques, des codes runiques, celtiques, bouddhiques, japonais, chinois, des mayas, des incas,
des codes aborigènes, des codes égyptiens, des constellations, des mots arabes, des codes tamoul, des codes hindous, etc. Comme si chacun, quand il cherche, va trouver ce qui lui correspond, ce qu'il connaît, ce qu'il reconnaît, ce qu'il a étudié, en fonction de sa culture, ses connaissances, ses croyances, etc. On peut dire que si dans la pierre il y a un message, sans doute un message universel, de paix et d'amour pour l'humanité entière, et chacun le traduit à sa manière. C'est clair. Donc ça reste aussi un mystère, l'interprétation du message qu'on pourrait trouver à l'aide de la pierre. Voilà. Elle a quel âge cette pierre? Parce que je crois qu'on a... Alors elle a été datée de 130 millions d'années. En fait, c'est une hypothèse. D'accord. Parce que le processus de datation, on m'a expliqué, enfin, il y avait des protocoles, des procédures scientifiques à suivre. Alors ils ont essayé de dater, mais en fait, ça n'a rien donné comme réponse. Les informations qu'ils avaient, ils n'ont pas pu les analyser correctement pour donner une information précise. Alors en fait, Claudio Gaucher, c'est un chercheur en géologie à l'université de Montevideo, c'est le premier qu'il avait étudié avec l'équipe. Alors, il a lâché prise parce qu'ils n'arrivaient pas à définir la date de la pierre. Donc, il explique lui comme ça. La roche volcanique, le basalte qui compose la mine d'où serait sortie la pierre, cette roche date de 130 millions d'années. Donc pour lui, la pierre qui vient de là date de la même période. Ceci dit, c'est une hypothèse. Une hypothèse que maintenant fait le tour du monde, c'est une vérité mondiale. Oui. Mais sachant qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de certificat. Il y a des personnes qui me demandent la preuve, le certificat, et bien moi j'en ai pas. Et puis après tout, c'est comme ça, parce qu'on n'a pas pu faire une datation de manière scientifique. Voilà. Mais... Alors, tout le monde est d'accord, 130 millions d'années, c'est bien, ça fait le tour du monde, et puis c'est pas très grave. Oui, tout à fait. Mais je me pose quand même une question, à savoir que dans cette pierre, il y a la lettre J et la lettre C, et oui. qui pourrait symboliser, je dis bien qui pourrait symboliser le mot Jésus et le mot Christ. Oui. Voilà, mais si la pierre dure depuis, est plus âgée, donc parce que Jésus est quand même plus récent par rapport aux 130 millions d'années qu'aurait cette pierre, est-ce que la pierre n'aurait pas donc un don de prophétie ou quelque chose comme ça? Écoute, ça peut le faire, mais ça peut le faire, on peut même faire des théories là-dessus. Pour moi, ça serait un peu risqué. Mais alors, il y en a qui peuvent faire ça, oui. Mais après tout, c'est parfait. Moi, je dis toujours que j'en sais rien, parce que j'ai entendu plein de choses. Et des gens qui arrivent à plein de connaissances, sans doute des prophéties, je ne sais pas. Hugo, il parle du christianisme. La lettre J, ça serait aussi des lettres hébraïques. Oui. On pourrait voir le Yod, symbole du Père, le Nun, symbole de la Mère. Alors il y a un J avec un point à côté. Alors quand c'est tourné d'une certaine manière, ça serait aussi les premières lettres de l'alphabet arabe, par exemple, et qui signifie Père en arabe. Alors c'est vrai que tout ça, on peut l'interpréter dans différentes langues. Le C, il y en a qui voient le C, c'est le symbole, le code celtique, hein, parce qu'au bout du crochet du C, il y aurait des têtes d'animaux, de serpents, de crocodiles, je ne sais pas quoi. En face, il y a un point, le C, le point. Quand c'est incliné à 45 degrés, ça veut dire aussi, paraît-il, le symbole des chrétiens d'Orient, des premiers chrétiens. Quand c'est vertical avec le point devant, ça serait aussi une lettre de l'alphabet arabe, le Nun. Alors, après, sur la même photo, à côté, il y a un point noir. Alors, il y a des scientifiques qui m'expliquent que ça pourrait être le point noir du triangle des Bermudes. Hein? Alors, il y aurait l'Atlantide. Alors, une certaine partie du C et tous les autres, ça pourrait représenter les Caraïbes. Et de l'autre côté, en face, l'autre photo, ça pourrait être la carte de l'Atlantide, etc. Il y a des personnes qui pensent que la pierre vient d'Atlante. Et puis, voilà. Et puis, on va plus loin. À côté de Montevideo, il y a une ville qui s'appelle Atlantide. Donc, des chercheurs qui cherchent, qui pensent que l'Atlantide viendrait sur les épaules de l'Uruguay. Enfin, etc. Il y a beaucoup d'extrapolations dans toutes ces figures. Alors, je comprends, on peut limiter au christianisme. Pour moi, c'est beaucoup plus large que ça. D'accord. Mais celui qui voit le christianisme et qui s'arrête là, il n'y a pas de problème, c'est bien. Moi, je dis toujours,
Parce que celui qui a trouvé la pierre, lui, il a rien dit. Il n'a pas, c'est après le fils, Hugo, sous l'influence de, soi-disant, un maître, a parlé du christianisme. Pourquoi pas? Pour moi, c'est important de respecter la parole de celui qui a trouvé la pierre. Ah, c'est clair. C'est pas un chaman, c'est pas un maître. Je pense que ce qu'il a dit, il a été inspiré. Et souvent, dans les religions, des prophéties, enfin, je sais pas. Moi, ça m'amuse de dire que tous les prophètes, que ce soit Jésus, Bouddha, Mahomet, Shiva, Krishna, les prophètes, ils n'ont jamais raconté ce qu'on leur a fait dire. Eux, ils parlaient de paix, d'amour, c'était simple. Je dis même, les prophètes, ils n'ont jamais écrit de livre. C'est derrière les humains qui se sont autoproclamés, hein, des disciples, des maîtres ont commencé à faire des théories, des doctrines, des dogmes, des religions, des clans. Après, on a fait des guerres. On s'entretue par rapport à toutes ces croyances. Enfin, c'est la stupidité de l'humanité. C'est l'humanité. Et puis, voilà, cette pierre, justement, elle ne parle pas, mais elle peut parler à chacun de manière particulière, personnelle, intime. Comme si elle va réveiller en chacun de nous ce qu'il y a de plus pur, de plus secret, de plus divin même. Alors, voilà, moi j'aime la pierre. Il y a toute interprétation possible, mais en plus, tous les ressentis différents. C'est ça qui est extraordinaire. Enfin voilà, moi je présente ça comme la pierre de la liberté. On est libre de l'appliquer. Et puis, je crois que le jour où on va faire une théorie, où on va écrire des livres, ou peut-être, à mon avis, ça va l'enfermer dans quelque chose qui sera cadré, limité, alors que c'est beaucoup plus vaste que ça. Pour moi, c'est comme s'il y avait, il y en a qui disent d'ailleurs, d'abord, c'est pas une pierre, il y a une présence. C'est comme si c'était un message pour l'univers entier. Hein, et il y aurait beaucoup de choses. Quand je dis chaque religion, chaque croyance, ou même des prophéties, on va retrouver ce qu'on cherche. Comme si on allait se connecter un peu à soi-même à travers des croyances qu'on nous a inculquées, ou qu'on a appris. Et après tout, c'est juste. Mais ça peut réveiller aussi autre chose de beaucoup plus subtil à nous, qui nous révèle quelque chose comme si ça pouvait apporter la liberté à nous libérant justement de tout ce qui nous enferme. Pour moi, la pierre, la sensation qu'elle peut produire à chacun, c'est extrêmement subtil. Et c'est là où on ne peut pas le définir. On accueille. Enfin voilà, moi, j'exprime un peu ça comme ça. Maintenant, bien sûr, chacun peut le voir différemment. C'est sûr qu'il n'y a pas de contradiction. Hein. On accueille. Voilà, je mange une cuillerée de ma soupe. Alors, le chemin du cœur, c'est quoi exactement alors? Mais c'est le parcours. Le parcours que la pierre fait. Mais tu voyages quand même. Comme ça, au départ, c'était le chemin du cœur, parce qu'on promène une pierre en forme de cœur, un chemin. Voilà, on dit qu'elle a la forme de l'État d'Uruguay. C'est vrai ou? Tout à fait. Moi, je montre des photos de la pierre, et à côté de la photo de la carte d'Uruguay, ça se ressemble. D'accord. Et en même temps, ça a la forme d'un cœur. C'est quand même. Ça a la forme d'un cœur. C'est confirmé par les médecins, ça, par contre. Ah oui, oui, tout à fait. Ça a vraiment la forme du cœur humain, avec en haut un orifice qui ressemblerait à la sortie de l'aorte et des veines du cœur. Ça, les médecins confirment, ça a la forme du cœur. Et pas celle qu'on écrit ou quand on fait en cœur, on fait un peu là, en haut le dessus incurvé. Non, non, c'est pas tout à fait comme c'est pas comme ça. Ça a vraiment la forme du cœur humain. Ça, c'est net, c'est clair. C'est clair. Mais qu'est-ce qui fait le fait que cette pierre ait été coupée en deux? Elle a été trouvée comme ça. Elle a été trouvée les deux parties séparées. Oui. Alors, c'est là où on suppose, quand on mange, c'est ouverte. Elle a été séparée, et en même temps, c'est fin, elle n'est pas ébréchée. Enfin, il n'y a pas eu elle n'a pas été sciée, c'est... Non, c'est une séparation qui est nette, d'un côté, le gauche, le droit. Voilà, voilà. Comme si c'était prédécoupé, on va dire. Oui, mais c'est le... prévu là-haut. Oui. Voilà. Là, il y a quelqu'un qui ça peut être, on peut interpréter un cœur séparé, un corps ouvert. Oui, ça peut être interprété de différentes manières. On peut interpréter beaucoup de choses. Mais il y a
à l'intérieur de la pierre, on voit comme un cœur et qui serait surmonté d'une tête avec un autre cœur à l'intérieur. Ça fait comme des ailes en fait. On dirait presque un ange avec des ailes. Oui. Alors il y a aussi enfin tout simple. Il y aurait la forme de la colombe là. Hein? Au-dessus il y a. Alors attends, il y a plusieurs. Moi j'ai pas sous les yeux là, mais un cœur. Il y a une forme d'un cœur qui ressemblerait aussi à un oiseau. Oui, c'est ça. Hein, les ailes dont tu parles dessus seraient la forme du cœur, du rugot, etc. Alors, l'interprétation, on dit la colombe, le symbole de l'Esprit Saint. On repart dans le christianisme. Mais dans cette figure aussi, on peut voir les étoiles. Les astrologues, ils ont vu des constellations. Hein, on m'avait Cyrus, Orion, des autres, etc. Puis après, on m'a dit, attends, c'est plus compliqué que ça. Un astrologue, c'était à Cordoba, en Espagne, il voyait les Pléiades. Pendant une demi-heure, il me trace les Pléiades, etc. C'est-à-dire, il y aurait des visages. Plusieurs fois, des personnes y voient le visage du Christ dans cette figure, etc. Comme s'il y avait, si tu veux, entre la pierre et chacun de nous, justement, une relation particulière, et ce que l'un voit, l'autre ne voit pas. Il y a même des choses beaucoup plus subtiles. Il y en a qui regardent la pierre, ils voient qu'elle se déplace sur la table. Mais, et puis toi, tu vois rien. Il y en a qui ont des bâtiments comme le cœur, et là, à côté, tu vois rien, etc. C'est ça qu'on peut parler longtemps, faire toutes des suppositions, et en fait, à mon sens, ça n'apporte pas grand-chose, parce que c'est une relation particulière, mais vraiment intime entre la pierre et chacun de nous. Et la personne, oui. Et ça, c'est au fil des... Tu sais, j'ai des milliers de témoignages, j'ai rencontré des milliers de gens, et ça, c'est... Au début, on ne comprend pas, on est surpris, on veut tirer une explication. Là, maintenant, moi, j'ai coupé la tête et j'ai lâché. Parce que les gens me racontent, d'accord, et puis je ne suis pas surpris. Et chaque fois, c'est des trucs particuliers, étranges. Voilà. Alors là, écoutez, ouais. Qui est d'accord. Je m'appelle Durugo, justement, hein, je ne vais pas répondre, parce que... Attendez, je vais rappeler tout à l'heure. D'accord. Enfin, voilà, je ne sais pas si je réponds à ces questions. Oui, c'est super. Il y a aussi un poisson à l'intérieur. Là, je suis devant l'image. Il y a le poisson, le symbole chrétien, le symbole égyptien, le symbole seigneur. Vous savez que le poisson, c'est le symbole de beaucoup de religions, de beaucoup de christianisme. Donc, en fait, on interprète comme on veut. Le poisson, la symbolique a été un peu récupérée par le christianisme. Oui. Et c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est pour ça que j'entends plein de témoignages, d'interprétations qui sont toujours particulières. Alors voilà, il y a le poisson, il y a aussi des lettres, il y aurait le mot Allah, paraît-il, à l'intérieur des Écritures. Alors c'est un peu controversé finalement. Un professeur d'arabe littéraire m'a dit ça veut dire Allah, c'est plutôt d'arabe ancien. D'accord. Et puis, etc. Il y aurait, attendez, je ne sais plus, il y aurait un dragon avec un animal préhistorique. Et les ailes du dragon, ça pourrait, certains disent, la Sainte Famille. Il y aurait Jésus, Marie, Joseph. On peut voir ça aussi. Maintenant, on peut voir plein d'autres choses, parce que dans cette figure, il y a plein de symboles, de choses, etc. Un peu comme si chacun allait trouver ce qui lui parle, ce qu'il a besoin, ce qu'il connaît. C'est ça qui est magique, en fait. En fait, une pierre qui est universelle, qui s'adresse à chacun de nous. Et puis, il y a tous ceux qui ne voient rien. Des fois, on regarde une fois, et puis le lendemain, on ne voit plus la même chose. Ça peut le faire aussi. En fait, ça agit tel un miroir, en fait. La pierre renvoie l'image que la personne projette. Peut-être, oui. Ou même, elle peut révéler des choses. Ça peut réveiller des choses. C'est un miroir, sans doute. Comment que ça se passe? Parce que pour les gens, pour la plupart des gens qui voient cette pierre, parce que j'ai eu plusieurs témoignages de personnes qui se mettaient à pleurer, qui avaient un émotionnel très 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 puissant et en fait ça dépassait tout, quoi. Oui. En fait, c'est jamais pareil pour chacun. Il y en a qui, oui, ça peut réveiller des choses. Ça peut parfois même être douloureux physiquement. Parce que la pierre, elle envoie des vibrations qui vont toucher chaque corps physique ou émotionnel de chacun. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de témoignages. Et même celui qui ne sent rien, ça ne veut pas dire qu'il ne ressent rien. Alors,
il y en a qui ressentent beaucoup des choses sur le plan physique. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il reçoit beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il reçoit plus que celui qui ne ressent rien. Alors, moi, je dis ça parce qu'après, c'est en écoutant toutes ces personnes, et regroupements d'informations, qu'en fait, oui, il se passait beaucoup de choses. Ça peut secouer, ça peut déstructurer même, tout ça. Ou des fois, simplement, ça peut ouvrir des brèches, comme si là, ça allait nous libérer, un peu, nous enlever les couches qui nous permettent de libérer cette force d'amour qui est en nous. Hein, ça peut... mais il faut enlever toutes les couches, les croyances, et particulièrement les peurs. Ah, c'est... Moi, j'observe, je note, et comme chaque fois c'est différent pour chaque personne, Mais oui. il n'y a pas de règles, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de mode opératoire. Moi, quand je présente la pierre, je dis, les gens viennent voir la pierre, bon, nous sommes des humains, on est curieux, on a des œils pour voir, on a des mains pour tripoter, ok, mais après c'est le silence. Et il faudrait même décrocher la tête. Décrocher, je veux dire, déconnecter tout ça. Le mental, quoi, c'est ça que tu veux dire? Le mental, oui, là, le mental. Je dis couper la tête. Mais en fait, il faudrait décrocher ça. On relâche, zen, on respire, Et on on ouvre accueille. le cœur. Souvent, c'est le plus difficile. Parce qu'on veut comprendre, expliquer. Et comme si plus on active le mental, plus on freine l'accès à cette vibration du cœur. Alors, parce que moi, la pierre, elle envoie des ondes, des vibrations. On ne se charge pas auprès de la pierre. C'est comme ça allait nous libérer, comme un activateur qui peut nous libérer tout ce qui nous enferme. Hein, ses croyances, ses peurs, etc. Ou l'éducation qu'on a reçue, les interdits, le regard des autres, les films qu'on se fait, tout ça. Ça peut nous libérer de ça. Ça peut être progressif aussi, mais des fois c'est cash. Et dans cet état de paix, d'amour, quand on ressent après des perturbations, ça peut être beaucoup d'émotions, ça peut être aussi des douleurs physiques. Quand on ressent cet état de paix, hein, de sérénité, pour moi c'est ça, on permet de libérer l'amour qui est en nous. L'amour, c'est pas seulement un concept. Pour moi, c'est physique, c'est quantique, c'est vibratoire. On est bien. Le cœur physique est bien. Et dans cet état-là, eh bien, les cellules, toute la machine, vont se retrouver sur cette belle fréquence, belle vibration d'amour. Et là, le corps physique, les cellules font un excellent travail de réparation souvent. Moi, dans tous ces milliers de témoignages, j'ai des milliers de personnes qui me témoignent après. Tu sais, le médecin, il n'a rien compris. Le médecin n'a pas compris. Moi, c'est pour ça que je promène la pierre. Comment ça marche, je ne sais pas, mais je sais que ça marche. Et en plus, tout ce qui se passe, c'est différent pour chacun de nous. Ça m'amuse de dire qu'on est différent. Moi, je traduis ça comme ça, parce que la police le sait, on a un code ADN différent, on a une vibration cellulaire qui nous est propre. Et ce qu'envoie la pierre à chacun, c'est propre à chacun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer. On peut partager, mais comparer, où il y a des gens qui me téléphonent, qui m'écrivent, oui, tu sais, j'ai vu sur Internet, sur Face de Boucle, genre un slash ou autre, la pierre, elle fait ça. Oui, pour qui? Quand? Où? Parce que il ne peut pas y avoir, chaque cas est particulier, parce que nous avons tous une vibration cellulaire qui nous est propre. Et ce qu'envoie la pierre à chacun, c'est propre à chacun. Donc surtout ne pas faire de généralité pour créer des illusions, des attentes, des polémiques derrière. Oui. On ne sait pas, c'est propre à chacun, on accueille et on observe. Pour moi, c'est ça. Alors après, je n'explique rien d'autre en fait. Je n'explique pas d'ailleurs. Je fais que des constats, constater ce qui se passe, et je partage ça. Mais et l'accueil, c'est un mystère. Et en même temps, c'est très puissant. Ça va toucher tous les thèmes de la vie. Le corps physique, émotionnel, il y a des relations qui se créent, des gens, on a des personnes qui ont des contacts avec des êtres chers qui sont partis, des gens qui avaient des dons par exemple, du magnétisme, tout ça. Les personnes racontaient, moi j'ai eu une opération il y a 2 ans, avant j'étais magnétiseur, enfin thérapeute, c'était mon métier dans l'énergie. Après l'opération, il n'y a plus rien. Ça c'est fini parce que j'avais plus ces dons-là. J'ai vu la pierre et 3 jours après, je ressentais tout ça et j'ai repris mon métier d'avant. Et c'est encore plus fort.
nettoie tout, beaucoup de choses, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec une forme de lithothérapie avec cette pierre, quoi, ce fameux cœur d'Uruguay? Alors moi, je propose aux lithothérapeutes, aux énergéticiens qui ont fait des cours, oubliez ce que vous avez appris. Oubliez tout. Parce que justement, dans la lithothérapie, telle pierre, telle propriété, etc., il y en a plein, c'est très complexe en fait. Hein. Et là, on ne sait pas, ça ressemble à rien. Moi, je propose d'oublier ce qu'on a appris, on coupe la tête, on accueille, on respire. Voilà, tout simplement, oui. Alors, en plus, j'ai fait des cartes postales, des photos de la pierre que je mets à disposition. Il n'y a pas de prix, les gens prennent ce qu'ils veulent. Mais avec ces photos, vous savez, on explique qu'en physique quantique, la photo reprend la vibration de l'objet photographié. Oui. Il y a des magnétiseurs, des thérapeutes qui travaillent des photos de personnes. À partir de la photo, on capturera l'énergie, on va faire des échanges vibratoires. Ces photos-là que je mets à disposition sont les photos d'une pierre dont la vibration est importante. Avec les photos, on peut faire plein de choses. Les gens qui ne dorment pas, on peut mettre la photo sous l'oreiller. On va magnétiser l'eau. Un monsieur qui s'appelait Masuro Emoto, un collaborateur cet homme a fait expérience de photo de la pierre. L'eau va se charger en énergie. Il y a des gens qui font des contrôles derrière, qui savent faire les mesures et confirment tout ça. On peut énergétiser beaucoup de choses. On a une douleur, on peut la fouiller une photo sur la poitrine, sur le cœur, sur la douleur. Ça va aider à passer. Il y a plein de choses. On peut magnétiser aussi les aliments. Il y en a qui font pousser les fleurs, les photos. Il y a plein d'histoires comme ça. En fait, la chose qui compte, c'est faire sa propre expérience. Quand on a vécu, quand on a vu ça, on peut après le ressentir et partager ça. Dire même que les photos, si on a encore le mental connecté, et si on attend des choses, ça passe pas. Comme si le mental empêchait cet accès, cette vibration. Oui. Vibration de paix, d'amour. Il y a des personnes qui ont des enfants. Ça traverse. Parce qu'ils ne sont pas embarrassés par le mental des adultes. Ils sont ouverts en général. Des personnes atteintes d'Alzheimer, par exemple. Je dis ça à radio, c'est un peu délicat. Et pourtant, j'ai plein de retours. Oui, mais justement, j'allais te poser la question, à savoir que on ne va pas dire que la pierre fait ceci ou fait cela, mais par contre, on peut dire les retours que tu as eus. Ça, c'est autorisé. Alors, des retours. Moi, des gens, chaque fois qu'on a parlé d'Alzheimer, on met une photo sous l'oreiller ou accrochée au mur. Alzheimer, lui, il a débranché la tête. Il a commencé à débrancher. À chaque fois, le médecin est surpris. Voilà. C'est des faits. Comme ça marche, je ne sais pas. Etc. Parce que ça traverse quelque chose. En général, je sais pas, par exemple, une dame raconte qu'une dame âgée, elle a plus de 85 ans, son mari est plus âgé. Elle est venue témoigner. Elle dit, mon mari, ça fait 2-3 ans, il dort plus, il a des douleurs partout, il est fatigué, il gémit tout le temps. La vie est difficile. Oui. Et puis une amie de part de la pierre, elle dit, j'ai mis la photo sur l'oreiller de mon mari. Le premier jour, déjà, je crois que j'ai un peu mieux dormi. Au bout d'une semaine, mais je dors bien. Au bout de 15 jours, elle est venue dire, il dort bien, il a plus mal, il a plus de douleur, il a repris de l'énergie. Maintenant, il retravaille au jardin, ce qu'il faisait avant. Ça lui plaît de bricoler, participer à la maison. Et puis surtout maintenant, il est content. Avant, il était quand même, c'était pénible. Hein. Il était toujours triste et il ronchonnait. Et ça fait 15 jours. Et lui, il ne sait toujours pas que la photo sur l'oreiller. Ça change tout. Alors, c'est-à-dire qu'il se passe des choses que l'autre y perçoit, mais en fait, il ne le sait pas. Parce que quand on est en attente, si tu vas dire, tiens, ça peut te guérir, les gens, oui, il y en a qui m'appellent, hein, moi, il faut que je vienne toucher la pierre, ça va me guérir. Je dis, madame, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Les gens au téléphone, c'est pas un objet fétiche. Il y en a qui vont toucher la pierre et qui vont jouer l'autour après. Aïe. C'est pas du tout fait pour ça. Mais maintenant, on peut, quand on a en conscience et qu'on a un peu ressenti ou intégré ce qu'est cette vibration, c'est vrai que
on peut demander faire des choses avec. Mais comme ça, brutalement, parce qu'aujourd'hui, il y a un marché de tout ça. Hein, il y a aussi pas mal de charlatans quand même. Mais bon. C'est clair. Hein, il y a un marché. Alors quand on est en attente et qu'on va faire ci pour se faire, on se fait un peu des films, ça va me faire ça, ça marche pas comme ça. Moi, je sais pas comment ça marche. Je sais pas. C'est pour ça que je dis souvent, vous savez, une dame, un jour, elle va inviter sa voisine, une copine d'ailleurs, qui est présidente d'association, elle va inviter sa voisine, venez cet après-midi à la salle des fêtes, alors, il y a exposition d'une pierre, ah oui, c'est beau, ah bon, ça coûte combien, non, c'est gratuit, ah bon, d'accord, mais ça sert à quoi, elle est en forme de cœur, bon, mais c'est pour quoi faire, enfin bref, elle dit, moi, je n'ai rien à faire, elle n'est pas venue voir la pierre. 3 jours après, elle se retrouve dans la rue. Et la présidente de cette association, qui est une amie, elle va voir sa voisine avec des photos de la pierre. Elle lui dit quand même, regardez, c'est beau, hein, vous auriez pu venir voir, hein, ça vous aurait occupé. Oui. Ah bon, c'est pour quoi faire, ça sert à quoi? Bon, ça fait rien. Écoutez, moi je vous fais un cadeau, je vous laisse les photos sur la table. Et 15 jours après, ils se retrouvent dans la rue, et cette femme, alors on parle de la pluie du beau temps. À un moment, la grand-mère lui dit, mais au fait, Marie-Dominique, l'autre jour, vous m'avez laissé les photos. Oui, alors, eh bien, je ne sais pas pourquoi, je crois que ça me fait du bien. Ah, comment ça? Des fois, je ne suis pas bien, alors je m'assois, je regarde les photos et je me sens mieux. Vous savez, rien que ça, laissez traîner les photos et puis ne dites rien. Quand on dit je me sens mieux, le corps physique est mieux, le moral va mieux, je suis plus gentil avec les autres, ils sont plus gentils avec moi, ça change la vie, c'est tout. Oui, ça On accueille. Et quand on commence à retrouver un état de paix, ou même des intervalles, on est bien, on est en paix, on a envie de revenir. Et quand on ressent ça dans son corps physique, moralement ça va mieux, on a envie de rester là. Et puis c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. Hein? Il y en a qui croient, ça y est, ils ont retrouvé, ils sont guéris. Non, ça ne marche pas comme ça. La vie, c'est plus compliqué. C'est la dualité. Hein? On est toujours dans le doute. Et puis on est sous l'influence de notre société, de tout autour. On est envahi, agressé par toute une propagande de croyances, d'illusions, de marché, tout ça. Et donc, il faut être centré et ressentir cet état-là. Il faut l'avoir vécu pour avoir envie de rester, de retourner vers cet état-là et pour le partager partout. Enfin, vous voyez, ça va toucher tous les domaines de la vie, mais de manière très subtile. Et on ne peut pas écrire, il n'y a pas de... Si on commence à faire une théorie là-dessus, à mon avis, on va limiter, comme font d'ailleurs les religions, je suis désolé, les spiritualités. On définit, on explique. Comment peut-on expliquer Dieu? C'est compliqué. Mais justement, si on parle de religion, Michel, est-ce que certaines sommités de religieuses, qu'elles soient catholiques ou musulmanes ou autres, hein, est-ce que certaines de ces sommités ont pu voir cette pierre et donner un avis ou émettre quelque chose par rapport au cœur d'Uruguay? Oui, ils partent en courant, non, ils n'ont rien vu. Ils veulent pas, en fait, ils veulent pas reconnaître quoi que ce soit, quoi, en fait. Reconnaître. Hugo, il a fait un dossier. Hugo, c'est le propriétaire. Oui, bien sûr. Hugo Lucas. Celui qui a trouvé la pierre, qui est décédé. Alors, il a envoyé au Vatican un dossier en 8 exemplaires. 8 services différents. Pour être sûr que le dossier soit étudié. Ça fait déjà de nombreuses années, il n'a pas de réponse. Moi, d'ailleurs, j'explique, tu sais, là-bas au Vatican, le courrier ne marche pas bien. Oui. Mais c'est normal. Dans une structure, il y a des croyances établies. Mais toutes les religions, c'est pareil. Il y a des croyances établies, des doctrines, des dogmes. Et là, ça fait référence à rien. Pour l'inclure dans une doctrine, un dogme comme ça, c'est compliqué, c'est impossible. Donc c'est bien que ce soit comme ça. Moi, je dis toujours, il est arrivé cette pierre entre les mains du père Lucas. Il n'y a pas de hasard. Oui. Et pourquoi on en sortirait? Pourquoi on serait obligé d'expliquer ce que les scientifiques ne comprennent pas d'ailleurs? On leur a demandé, ils ont fait leur boulot. Hein? Les scientifiques, il y a, par exemple, c'est vous qui raconte à une époque, au sud du Brésil, proche du Uruguay,
une équipe d'experts mondiaux en géologie, de très grands savants occidentaux. À l'époque, ils travaillaient pour la Banque mondiale d'investissement. Ils faisaient des études de sol dans la région. En sous-sol, il y aurait des cristaux, il y aurait aussi, paraît-il, des réserves mondiales de l'eau. Bref, ces savants, ces géologues, ils apprennent Alexandre Lapierre, ils appellent Hugo, est-ce que tu pourrais prêter la pierre pour une étude? Alors il dit oui, mais moi je veux participer aux travaux. Donc ils sont venus à Artigas, dans sa ville, en Uruguay, au nord du pays. Ils ont loué une grande salle, l'obscurité totale, la pierre au milieu, et tout autour de machines modernes sophistiquées. Toute la journée, la pierre a été bombardée de rayons. Hugo nous dit que c'était un feu d'artifice incroyable. De chaque port, des rayons lumineux qui montent jusqu'au plafond, qui changent de couleur tout le temps. Toute la journée, des centaines de milliers de rayons éclairent la pièce. C'était splendide. En fin de journée, il commence à éteindre, à débrancher la machine. Alors il demande, il se passe quoi? Vous avez trouvé quoi? Personne ne répond, il insiste. Lui, il voulait avoir son certificat des travaux effectués par ces très grands savants. Ah oui. Eh bien, que dalle, ils amènent le matos, ils s'en vont sans rien dire. Le lendemain, dans la rue, il trouve un savant qui parle sa langue. Alors il accroche, dis-moi quoi, vous avez trouvé quoi? Et le savant lui tape sous l'épaule, dit, mais c'est incroyable. Alors ça veut dire quoi, c'est incroyable? Il répond, cette pierre est incroyable. C'est le seul compte rendu qu'il a eu d'une journée d'études faite par les plus grands savants du monde. Voilà, alors on peut poser des questions, on peut l'écouter, mais je pense qu'on ne va pas répondre. Ah oui. Ça, c'est le côté scientifique. Le côté du message, c'est pareil. J'ai tout entendu. Et même quand on va sur d'autres continents, soi-disant plus spirituels, c'est le même schéma. Souvent, je dis qu'on préfère des sketchs sur l'humanité, sur ce que nous sommes, la manière dont nous sommes crédules. On a fabriqué plein de choses, de croyances, de doctrines. On a fait des religions, des clans, on fait tout ça. Et même, alors il y a les anciennes religions, il y a les nouvelles qui arrivent. Le New Age, on nous raconte plein de choses. Pour moi, la pierre, elle m'a libéré de tout ça. Alors, on accueille, mais c'est comme si libérer des peurs en particulier, et toutes les croyances. Vous savez, c'est Jean-Paul II qui disait « Sentez-vous libre et n'ayez pas peur ». Quand on lâche les peurs, on trouve sa liberté. La liberté d'être soi-même. C'est comme si la pierre, quand elle envoie toutes ces vibrations, elle activait quelque part, qu'elle nous libère de tout ce qu'ils en fait, elle activait tout ce potentiel qui est en nous, un potentiel divin, un potentiel d'amour incroyable. Vous savez, c'est Jésus qui disait, il disait, tout ce que je fais, tu peux le faire et encore mieux. Il ne parlait pas au maître, il parlait au peuple. Nous avons tous cette capacité, nous sommes tous des guérisseurs. Nous sommes tous notre propre guérisseur. Mais alors, à force d'avoir compliqué tout ça, des enseignements, des machines, on nous a écartés de cette puissance que nous avons en nous. Pour moi, la pierre, elle peut redonner à ceux qui peuvent recevoir cette potentiel extraordinaire. Cette puissance, l'amour, c'est puissant. Hein? L'amour, on est tous remplis d'amour, c'est la seule force qui peut nous guérir. Mais il faut aller le chercher à l'intérieur. Il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de nous. Ça peut permettre de libérer ça. C'est quelque chose d'énorme. Énorme. Je crois qu'aujourd'hui, on peut parler longtemps, Oui. citer plein d'anecdotes, mais je crois qu'on n'a encore pas intégré ce que pouvait être cette pierre. Pour moi, ce n'est pas une pierre. C'est une présence. Alors peut-être je vais trop vite pour expliquer ça, je vais choquer des personnes. Mais ce que j'ai vu, ça dépasse l'entendement humain. Et chaque fois qu'on commence à expliquer qu'il y a des doutes, il se passe des choses extraordinaires. Vous savez, un jour à Montpellier, une femme arrive, et aussitôt elle part en vrille, des pleurs, des larmes, des cris, tout ça, puis elle commence à crier « Hugo, Hugo, Hugo ». Et Hugo est avec moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, elle parle, à un moment ça s'arrête, l'émotion passe. Elle dit « Hugo, c'est mon fils, il était là, il est venu me parler. Hugo, il a 8 ans, et il y a 2 ans, elle l'a vu mourir dans une cuve à vin. Ils sont des vignerons, il jouait, il a glissé sur une planche, il est tombé au fond de la cuve qui était vide. Et elle dit, elle l'a vu mourir parce qu'en bas c'est du gaz carbonique. Elle sait qu'elle va le chercher, elle ne remonte pas. Et Hugo, il était là, il est venu parler à sa maman. Mais il parlait, elle dit, mais il était là. Maman, il ne faut pas être triste.
Non, tu sais, c'est moi qui ai choisi, je suis parti, mais je suis bien là, je t'assure, je suis bien, il faut que tu retrouves la joie, fais la fête et tout ça. Et il a parlé, ça a duré un petit moment, en présence de la pierre. Il y a des gens qui partent, qui meurent, ils sont sur le départ, ils partent en paix. J'ai plein de témoignages comme ça. Vous savez, un jour c'était à Toulouse, une femme raconte son père en phase terminale du cancer. À l'hôpital, on explique que la médecine ne peut plus rien faire pour lui. Donc on propose de l'amener chez lui pour qu'il mène chez lui cet homme dans sa maison. Et malgré la morphine et tout ça, sa fille vient témoigner. Elle dit, j'ai mis tout le temps, la douleur est là, et même de plus en plus forte. Et puis un jour, un ami lui parle de la pierre. Alors elle dit, comme ça, j'ai pris une photo de la pierre et je l'ai mise sur la poitrine de mon papa. Rapidement, la douleur, le gémissement, il diminue, il s'arrête. Sa respiration redevient régulière. Son visage se détend. Il a ouvert les yeux, il nous a souri. Elle dit, on a passé 4 jours merveilleux avec mon papa. Il était bien. Il était en paix. On a parlé de la vie, du passé, de la mort. On était avec lui. On était bien avec lui. Il est parti, on l'a accompagné. Il est parti en paix. Et nous, on est restés en paix, comme libérés de la peur de la mort, à partir d'une photo de la pierre. On peut essayer d'expliquer ça. Ben, c'est une reconnaissance à soi-même, en fait. Fabriquer toutes les peurs qu'on nous a inculquées par rapport à la peur de la mort, c'est rien. Si on pouvait se libérer de tout ça, ces peurs ou ces croyances qui nous enferment, je vous assure, ça change la vie. Alors comment faire, j'en sais rien. Chacun va trouver sa méthode, ce qui lui correspond. Il n'y a pas de recette. Et quand on arrive à lâcher tout ça, ça change la vie. Et oui. De manière incroyable. En fait, la pierre, si j'ai bien compris, elle permet de se reconnecter à soi-même. Ça peut être dit comme ça. Je pense. Hein, Ça peut être dit comme ça. Voilà, et de trouver, de trouver son chemin, en quelque sorte. Ça peut permettre de libérer tout ce qui nous... On est manipulé tout le temps. Voilà. Mais tout à l'heure, tu parlais justement du cœur et de la tête, donc du mental et du cœur. En fait, la pierre permet simplement il faudrait simplement, pour pouvoir bénéficier de tout le bien-être qu'apporte cette pierre, de lâcher le mental pour ouvrir le cœur, en fait. Ça peut être dit comme ça. Voilà. Ça peut être dit comme ça, mais en fait, c'est vrai, on parle du lâcher-prise, tout ça. Il y a des stages pour lâcher-prise. C'est là où je dis, il n'y a qu'à Faucon. On peut expliquer tout. Oui, il n'y a plus qu'à Faucon. Il n'y a qu'à Faucon. Oui, je connais. Et en fait, ça peut être des photos, ceux qui viennent voir la pierre, il y en a qui viennent plusieurs fois. Une femme en Bretagne est venue 18 fois voir la pierre. À chaque fois, ils confirment tous c'est différent. Parce que on a fait un pas en avant. Parce que on a des couches. Moi, il m'a fallu du temps et j'ai pas fini. Maintenant, je sais que c'est progressif. Et c'est des milliers de personnes, c'est la même chose. C'est progressif. C'est-à-dire qu'il faut du temps. Même quand je fais des conférences, ouais, on perd longtemps. Et il faut du temps. Alors, il y en a qui n'ont pas le temps. Ils viennent voir la pierre. On leur a raconté que ça fait ça. On touche la pierre, on prend une photo, on s'en va. Ok. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est beaucoup plus subtil. Quand tu parles de se connecter à soi-même, oui, mais combien de temps il faut? Ça se fait pas comme ça. Ah, ça se fait pas comme ça. Des fois, il faut quand on a pris conscience qu'en fait, on peut se débarrasser de tout ça. Bien sûr, se reconnecter à soi-même. Tout à l'heure, je disais, retrouver le divin en soi. C'est comme si on retrouvait le maître en soi. Nous sommes tous notre propre maître. Et si on emploie ces mots-là, maintenant c'est toujours difficile, délicat d'employer des mots. Mais c'est vrai que par rapport à toute l'éducation qu'on a reçue, l'Occident, mais le monde entier d'ailleurs, c'est le pognon qui dirige le monde. Et pour se débarrasser de toutes ces cultures, il n'y a pas que religieuses ou spirituelles, il y a aussi ces cultures matérialistes. On nous a embrigadés. C'est comme si
vous avez lessivé la tête. On est dans des... Nous sommes des somnabules, on fonctionne comme ça parce que par habitude, et tous les jours la propagande, la publicité, les mensonges, tout ça, ça nous empoisonne quand même. Oui. Et c'est difficile de se retrouver soi-même là-dedans. Il y a de plus en plus de gens, ils sont perdus, c'est pour ça qu'il y a un travail énorme pour les thérapeutes, pour tous ceux qui travaillent dans l'énergie. Les thérapeutes, ils travaillent maintenant, ils ont vu la pierre, ils sont reconnectés. C'est vrai que quand on fait travail dans l'énergie, par exemple, on est beaucoup plus sensible, normalement, en théorie, aux énergies, tout ça. Donc des gens, ils se connectent à cette énergie avec des photos, ou même, et le travail est encore plus fort. C'est-à-dire que moi, je promène la pierre, le cœur, et comme ça peut aider beaucoup de monde. Et je disais que quand on a pu libérer cette puissance d'amour en soi, vous savez, l'amour c'est contagieux, on dit. Je crois. Par la présence, en conscience, sans parole, on arrose tout le monde. On peut changer une atmosphère partout. Et il y a des tas d'exemples. On a changé l'atmosphère dans la famille. Hein. Les gens se retrouvent, s'apaisent. Des fois, il y a des séparations, parce que ça ne va pas. On dit toujours, il vaut mieux séparer dans la paix que dans la guerre. Ça peut le faire aussi, ça peut déstructurer pour retrouver la paix. Il y a plein de gens qui se retrouvent dans l'entreprise. Et l'ambiance le change. Il suffit qu'il y ait une personne, un groupe de 10 ou 50 personnes, en conscience. Hein? On a lâché les peurs. On n'a plus peur de ne pas avoir raison ou de se faire avoir, etc. Ou l'ego, être le premier, tout ça. Quand on a ancré cette force en nous, ça arrose les autres. Et même des attitudes changent. Hein? Libérer des peurs, la vision du monde change, le regard sur les autres change, le discernement il change, l'attitude change. Et le fait d'être serein, en paix, en face, même l'adversaire, il va changer d'attitude. Parce que souvent, c'est des conflits pour des questions d'ego et de pouvoir. Quand on lâche ça et que l'autre ressent qu'on n'est plus inquiété par le pouvoir ou l'ego, il va changer d'attitude. C'est extraordinaire. Ça touche tous les moments de la vie, partout où il y a des humains, que ce soit la famille, le boulot, etc., partout à l'extérieur des actes, ça change tout. C'est infini. Et en fait, chaque fois que quelqu'un vit quelque chose, c'est différent la manière dont il le vit. Parce que nous sommes différents. Hein? Chacun sa propre vibration. Parce qu'on voit la pierre, c'est propre à chacun. Donc le processus est différent. C'est clair. C'est pour ça qu'il ne faut pas comparer. Hein? Il ne peut pas y avoir de généralité. Pour ne créer des illusions, des attentes, des polémiques. On accueille. C'est énorme. Voilà. Enfin, voilà. Ben Michel, c'est super sympa d'être venu nous parler de la pierre d'Uruguay, du cœur d'Uruguay. Voilà. Tu te promènes, tu seras où prochainement? Demain, je suis à Bono, Oui. au-dessus de Vannes. Après, dimanche à Rennes. D'accord. Après, lundi, à côté de Nantes. Je fais ça de mémoire. Hein. D'accord. Et puis mardi, je vais dans le 41. C'est là, cher, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le mardi, mercredi, je reviens dans le 37, c'est l'Indre-et-Loire. Après, je redescends sur le Dordogne, et enfin, le sud-ouest, le sud, le sud-est, je remonte par les Alpes, l'Isère, je vais traverser la Suisse, l'Alsace, la Belgique, et je reviens à Paris, et je vais terminer le 11 décembre. À Paris, ça sera la dernière présentation. Alors, le calendrier, il est sur le site internet, lecheminducoeur.org, cliquez calendrier. Alors, j'ai encore une dizaine de réunions à passer, à valider, mais sinon, il est presque complet d'ici la fin de l'année. D'accord. Et puis, je ramène la pierre, je pars le 12 décembre, la ramener, et j'irai la chercher, je vais voir avec Hugo, la famille là-bas. Sûrement, avril ou mai, j'irai rechercher la pierre pour notre parcours. D'accord. Et donc, je repasserai en France et puis aussi à l'étranger, enfin. Est-ce que tu organises des pèlerinages ou des choses comme ça en Uruguay? Pèlerinage dans des voyages. D'accord. Alors, pèlerinage, c'est un peu... façon de parler, hein, quand je dis pèlerinage, c'est une
façon En d'aller fait, voir cette année, la on a pierre dans fait son... 4 jours, c'était la cinquantenaire de la pierre Atiga. Oui. On fait un voyage, en général en Uruguay. Ouais, je l'ai fait presque chaque année. Alors, on a la pierre dans le bus. Moi, je réserve des hôtels, etc. On se débrouille, on voyage pendant 15 jours, un peu plus avec la pierre dans cette énergie-là. Ah, c'est vrai que déjà le pays, c'est un pays, je crois que c'est important. Et puis on voyage vers la pierre et au bout de 15 jours, l'énergie du cœur, eh ben, tout le monde est impacté. D'accord. Il se passe des choses, on ne fait rien de particulier. D'ailleurs, je dis tout ce voyage pour rien, mais dans ce rien, il y a le tout. Enfin, c'est pareil, c'est la simplicité. Là, on fait des balades, des marches avec la pierre entre nous et voilà, ça se raconte pas, ça se vit. Ça se vit. Sur le site internet, il y a un petit document, il fait 4 minutes, où il y a le voyage avril 2016. C'est ce qu'était un voyage. Alors, ils ont parlé quelques secondes chacun, enfin, pour exprimer ce qui s'est passé. Alors, s'ils veulent savoir un peu, ils peuvent aller voir cette petite vidéo. Le site internet, le chemin du cœur.org. Tout attaché, hein, le chemin du cœur.org. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça c'est ton blog, il y a aussi un autre site à côté, j'ai l'impression, si j'ai bien vu. Alors, mais ça, c'est mon site. Hein. D'accord. C'est le site www.cheminducoeur.org. C'est sur celui-là seulement que je travaille. D'accord. Alors, il y a plein de choses autour qui sont faites, que c'est pas moi. Alors, les gens ils disent, je peux parler de la pierre. Eh bien, écoute, tu fais comme tu le sens. Il y a aussi un gars, Sébastien, il est Facebook, lui, et il met plein de choses. Il va poster sur Facebook tous les événements de la pierre. D'accord. Alors, voilà, moi, je vérifie rien. Hein, je pense, comme j'ai dit, si c'est juste, c'est bien. Et comme ça se démultiplie l'information. Hein, des gens, souvent d'ailleurs, dans mon site, il y a beaucoup de consultations des gens qui vont voir le calendrier. Et puis souvent, c'est le bouche à oreille. Le système aussi, c'est intéressant. Je crois que c'est un système unique au monde. Et on n'a pas les moyens de faire de la publicité, de la propagande. Donc, c'est le bouche à oreille. Moi, j'ai fait beaucoup de réunions chaque année, mais c'est un réseau de personnes qui me proposent d'amener la pierre. Depuis le début, c'est plus de 1300 personnes, je crois. Et donc, c'est unique au monde, en fait. Des gens qui ont envie de partager, on trouve une salle, on s'organise, etc. Ce soir, je suis à Brasparts, oui. C'est la ferme d'Antéa qui m'avait invité là. Hier, j'étais à Saint-Martin-des-Prés. J'étais aussi au centre de la Bretagne. Une dame, elle avait trouvé la salle des fêtes et j'ai dormi chez elle, chez eux hier, etc. Avant-hier, c'était à Trébérac, chez une amie. Vive la Bretagne. Comment ? Vive la Bretagne. Non, mais c'est un réseau incroyable. Les gens qui ont envie de partager ça, ils trouvent une salle, ils ouvrent leur maison. Je crois que c'est unique au monde. Si je fais tout ça, c'est parce que je ne suis pas seul. Moi, je suis simplement le conducteur de la voiture. Et il y a plein de gens qui organisent ça. Et je crois que c'est incroyable. Il y a un monsieur, il y a plusieurs fois, m'a dit que je voudrais faire une ONG. Un monsieur est arrivé, est-ce que tu voulais que je signe ? Tu vas faire une ONG et puis tu auras des subventions. Mais c'est plus pareil après. Il faut faire une billetterie à l'entrée. Il faut un comptable, il faut payer des gens. On aura de l'argent pour faire du marketing, la publicité. Mais c'est plus la même énergie. Là, les gens, si on peut faire l'accès gratuit, les gens ils donnent leurs pièces, ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Mais si ça continue, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui collaborent à ce partage. Je crois que c'est unique au monde et c'est important d'en avoir conscience. C'est clair. De ce petit détail qui pour moi est important. C'est le partage du cœur. Ben on va se quitter sur ces jolis mots, sur cette belle phrase, le partage du cœur, parce que c'est ça que c'est en fait. Et ben je tiens à te remercier, Michel, d'avoir accepté déjà de venir parler sur notre radio. Ça fait plaisir. Hein. Et puis normalement, je déménage sur Marseille courant l'année prochaine, et ce sera avec plaisir que j'organiserai quelque chose pour que tu puisses venir. Oui, d'accord. Eh bien, écoute, en tout cas, peut-être d'ici la fin de l'année, tu auras peut-être l'occasion de voir la pierre. Tu es sur la Bretagne, si je oui. Encore. Oui. Ben, écoute, n'hésite pas, sinon l'année prochaine. Voilà.
Je te dis Merci bonsoir, beaucoup. Michel, et puis merci encore. Merci. Bonne soirée à tous. À Bonne bientôt. soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était donc Michel Almera qui venait nous parler de la pierre, le cœur d'Uruguay. Voilà, je vous remercie d'être resté ce soir en notre compagnie. Et je vous retrouve donc lundi avec la country music dans un premier temps, à partir de 20h, avec notre ami Speed. Puis ce sera au tour de Dominique Cousson de vous accueillir pour la guidance. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur ltu-radio.fr. Donc il vous accueillera pour cette fameuse guidance à partir de 22h. Donc d'ici là, passez un agréable week-end et profitez bien de la vie. Voilà, bonne soirée, au revoir.